Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 196 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des matchs de Noël. Bon, alors, comment ça s'est passé Noël ? J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux et surtout que vous avez passé de bons moments, peut-être même bien mangé, c'est-à-dire trop mangé, comme c'est souvent le cas à Noël, et que un peu comme moi vous avez, comme d'habitude, hein, comme tous les ans, on essaie de rester réveillé sur le temps de la digestion pour voir les matchs de Noël. Et donc, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les matchs de Noël. Je voulais un peu tester, enfin non pas tester, on l'a déjà fait, ce format un peu React, un peu observation tactique à chaud. On l'avait fait pour la finale de la NBA Cup, de la Coupe de la Ligue, entre les Lakers et les Pacers. Et donc aujourd'hui, un peu le même principe. Aujourd'hui, c'est le but de simplement faire un podcast rapidement sur les observations tactiques que j'ai pu faire un peu sur ces matchs-là, parce qu'il y a eu pas mal de choses très intéressantes, donc je me suis dit ça peut valoir le coup d'en faire un podcast. Donc aujourd'hui, on a un beau programme, hein, puisque nous avons eu 4 magnifiques affiches, et je suis obligé de le dire, si vous êtes fan des Sixers, je suis désolé, ou du Heat d'ailleurs, mais j'ai pas pu voir le Miami Sixers du coup. J'ai fait l'impasse sur celui-ci, notamment à cause des blessures. C'est pas que j'aime pas Miami, c'est pas que j'aime pas les Sixers, mais il y avait ni Butler ni Embiid, et forcément il faut un peu faire des choix pour faire un peu ce podcast relativement rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, les 4 affiches du match de Noël, évidemment. Vous les connaissez, donc on a eu New York, Milwaukee pour démarrer, Denver, Golden State, Boston contre les Lakers, et puis, pour terminer la soirée, un très beau Dallas contre Phoenix. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des matchs de Noël, les Christmas Games 2023. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors, premier match, les Knicks contre les Bucks, donc remporté par New York, et c'est vrai que comme d'habitude, avec ce Milwaukee 2024, on a un peu l'impression que c'est toujours plutôt une bataille offensive que défensive, les matchs de Milwaukee pour l'instant, sur ce premier tiers de saison 2024, et là encore, hein, c'était un festival d'attaque plutôt que de défense. On était plutôt habitué à l'inverse pour les Bucks, mais là, ça a été ça. Donc deux attaques qui s'affrontaient, et donc en l'occurrence, un des aspects qui a beaucoup marché pour New York, évidemment, ça a été le match de Jalen Brunson, bien sûr que personne n'est passé à côté, et notamment le fait que Brunson, qui était un excellentissime joueur de pick and roll, il a su totalement démanteler toute tentative d'opposition de la part des Bucks de Milwaukee sur le pick and roll, notamment. Et on en revient toujours à ça, hein, le fameux, avec Milwaukee, on parle toujours du drop sur pick and roll. Donc, qu'est-ce que le drop ? Quand l'intérieur reste très bas par rapport au niveau de l'écran pour tenter de protéger le panier, en tout cas, c'est un peu ça l'idée. C'est là-dessus qu'est l'identité de Milwaukee depuis l'arrivée de Budenholzer, même si aujourd'hui, il n'est plus là. Mais voilà, avec Brook Lopez, on le fait pas monter très haut, on le laisse plutôt bas. Et pour le coup, sur ce match-là, les Knicks, pardon, j'allais dire les Bucks, les Knicks sont plutôt pas mal arrivés à trouver la solution à chaque fois. Ça a commencé dès le début de match, d'ailleurs, dès presque quasiment le premier système, où on a eu un système, une feinte de Spain. Donc, qu'est-ce qu'un Spain pick and roll ? C'est un pick and roll classique, et en plus, on fait venir un poseur d'écran dans le sens inverse. Et le but, c'est justement de gêner un peu le joueur qui fait du drop. Donc, voilà, un pick and roll, imaginez un pick and roll classique à 2, hein, 2 contre 2, et par derrière, il y a un Spain, il y a un back screen, comme on dit techniquement, qui vient un peu bloquer Brook Lopez qui tente de protéger le panier, et ça ouvre une brèche dans la défense. Et là, on a commencé comme ça côté New York, non pas avec un vrai Spain, mais avec une feinte de Spain à peine. Donc RJ Barrett a fait genre qu'il venait poser un écran et qu'il venait en fait faire un Spain. Et sauf qu'en fait non, il est vite ressorti à 3 points, mais ça a été un temps d'éditation suffisamment long pour faire douter Brook Lopez, et donc Brunson a pu aller au panier. On a ensuite une autre technique utilisée dans
dans la besace de Jalen Brunson qui a été il est défendu par Malik Beasley qui passe sous l'écran une première fois. Donc, quel est le contre-move? On fait un re-screen. Donc, littéralement, il a pris une première fois l'écran en partant sur la droite. Beasley passe dessous. Du coup, on reprend immédiatement un écran vers la gauche du même poseur d'écran. Et là-dessus, comme Beasley est passé dessous, il est un peu en retard. Ou, bref, il est pas en bonne position. Et du coup, de nouveau, un très bon tir ouvert pour Jalen Brunson qui, oui, d'ailleurs, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais sur le premier système, le moment d'hésitation lui a permis d'aller carrément directement jusqu'au panier. Là, il obtient un bon tir aussi parce que Beasley se retrouve piégé dans l'écran, non pas sur le premier, mais sur le deuxième écran, sur le re-screen. La technique aussi le fameux blind pig, je sais que donc littéralement le cochon aveugle, ça en fait marrer certains, cette appellation, qui est en fait une notion très classique, que Thibodeau d'ailleurs aime beaucoup, et qui à la base vient de l'attaque en triangle, en fait. Ça provient de ça un peu, cette notion tactique. Et l'idée en fait c'est, je vais pas réexpliquer en audio parce que c'est assez compliqué, mais en gros c'est quand le joueur A veut passer au joueur B, mais le joueur B est trop bien défendu, donc on passe par un troisième homme. On passe par le joueur C, donc ça fait A, C, B. Voilà, plutôt que de A vers B, on fait A, C, B. Voilà, très simplement. Mais ça a été une technique utilisée pas mal de fois par New York pour contrer en fait un positionnement de Malik Beasley qui était très agressif pour justement s'interposer sur les lignes de passe et empêcher les passes. Du coup, le contre-move parfait, c'est si tu es trop agressif d'un côté, tu es vulnérable de l'autre, et donc blind pig, on attaque de l'autre côté. On a aussi évidemment le flotteur de Jalen Brunson qui a fait des dégâts, bien sûr, dans l'entrejeu avec ce toucher de balle pour punir le drop, pour punir l'intérieur qui attend trop bas, justement. On est capable de tirer profit de cet espace à mi-distance, il l'a fait. Une autre technique aussi utilisée par les Knicks, ça a été de poser un écran très très haut, vraiment un pick and roll limite au niveau de la ligne médiane, ce qui déjà complique un peu l'histoire du drop, par rapport à la distance ensuite qu'il faut couvrir en reculant, et par rapport au positionnement même de Brook Lopez. Et ensuite, même l'action est devenue, ça s'est même transformé après le pick and roll en une simple isolation sur le défenseur qui s'est retrouvé un peu isolé. Donc une manière aussi pour Jalen Brunson de créer de l'attaque à partir de ce pick and roll. Ensuite, Brook Lopez est un peu sorti du match, donc là c'était beaucoup trop facile pour Brunson, qui lui était encore sur le terrain. Oui, Bobby Portis n'a pas fait le poids. Alors Bobby Portis, lui était plutôt sur du edge, évidemment. Portis ne peut pas faire du drop très bas, contrôler la raquette, rester bas par rapport à l'écran. Non. Avec Portis, on fait plutôt du edge, donc il monte au niveau de l'écran. Et là, ça a été trop facile pour Brunson, qui a un peu enchaîné 2 fois d'affilée, au point même que à un moment donné, les Bucks sans Brook Lopez ont essayé de la zone, qui n'a pas trop marché non plus. De retour, Brook Lopez sur le terrain, Jalen Brunson va chercher des fautes. Ensuite, un pull-up à 3 points, puisque ça aussi, c'est vrai que c'est la grande nouveauté du jeu de Brunson depuis son arrivée de Dallas, où ça n'a jamais vraiment été... Il a toujours été très bon sur pull-up, mais jamais jusqu'à la ligne à 3 points. Et là, on le sent de plus en plus à l'aise sur ce pull-up à 3 points et non pas à 2 points. Et donc, on a vu un pull-up à 3 points pour punir un peu ce deep drop, ce positionnement très bas. On a vu un drive main gauche aussi très, très impressionnant de la part de Brunson, très simplement. On attaque Brook Lopez, même s'il est en bonne position, et on va chercher la main gauche. Et puis, je vais évoquer un nom que j'ai l'impression qu'on évoque tout le temps pour dire qu'il se fait martyriser par Tatum, Doncic, aujourd'hui Jalen Brunson. C'est Andre Jackson, le rookie des Bucks, qui a essayé de défendre en tant que défenseur donc du pick and roll sur Jalen Brunson, mais qui s'est fait pas mal cibler par Jalen Brunson plusieurs fois. On a aussi Brunson a pas mal attaqué aussi le drop de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee, au bout d'un moment, on est même venu à, en fait, très simplement faire du switch, finalement. Et là non plus, non. Brunson est arrivé à plutôt pas mal contrer Bobby Portis et le switch, et même parfois Giannis. Haute séquence, on enchaîne un peu toujours le match de Jalen Brunson. Il refuse l'écran et il attaque directement Andre Jackson, le pauvre Andre Jackson, qui a pris pas mal cher sur ce match-là, mine de rien. Et puis, à la fin de match, Money Time, toujours sur cette idée du switch, pas de Brook Lopez sur le terrain d'ailleurs. On switch tout, et là carrément, puisque, si vous voulez, la solution ça a été de dire, on n'arrive pas à gérer le décalage, on n'arrive pas à gérer l'écran
en tant que Milwaukee, hein, ça je parle à la place de Milwaukee, on n'arrive pas à gérer l'écran, donc on fait un switch, ok, et donc on teste, hein, Giannis, tu switches sur Jalen Brunson, ou alors Bobby Portis, ou des joueurs comme ça, sauf que Money Time, hein, toujours sur ce switch, et là, Jalen Brunson, il se dit, bon ok, si vous faites des switches, très bien, ok, alors moi je vais aller chercher Damien Lillard, donnez-moi Lillard, 2 actions clutch dans le Money Time pour finir ce match, finir le boulot. Et c'est vrai que ça a été un peu la principale observation tactique, très notable en tout cas de la part des Knicks. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail d'autres aspects côté New York. Côté Milwaukee, c'est vrai que, toujours pareil, moi je suis toujours un peu étonné de voir à quel point c'est Brook Lopez qui utilisait pas mal en poseur d'écran pour Lillard, plutôt que Antetokounmpo. En tout cas, on a commencé le match un peu comme ça. Brook Lopez a même mis un petit flotteur sympathique. Mais ensuite, non, c'est vrai que le fait notable pour moi sur ce match, c'est que j'ai vu un peu plus que d'habitude, notamment en deuxième mi-temps, le fameux pick and roll Lillard et Giannis. Et pour le coup, on commence un peu à entrevoir, alors vous me direz, il serait temps, il est tard, mais on commence à entrevoir un peu le potentiel de pourquoi est-ce que c'est à ce point dangereux et intéressant. C'est parce qu'en fait, comme on l'a dit, hein, on avait fait le podcast, je crois que c'était avec Baptiste à l'époque du trade, on avait expliqué pourquoi tactiquement, il n'y a pas de bonne couverture en fait pour ce pick and roll, parce que à chaque type de couverture, il y a une réponse possible. Là, en l'occurrence, ce qu'ont fait les Knicks, c'est avec donc Julius Randle qui était sur Giannis Antetokounmpo, et donc quand Giannis vient poser l'écran, c'est Randle qui est un peu le point de tension de la défense, qui doit choisir la couverture et bien l'exécuter. En l'occurrence, on a eu notamment 2 actions où il a essayé de monter un peu au niveau de l'écran, légèrement un peu plus bas, mais bref, rester sur le porteur de balle qui est Lillard, et ça a débloqué 2 rolls sur pick and roll pour Antetokounmpo, qui a pu agir un peu en finisseur. On a essayé un peu de faire un peu plus bas, un peu plus de drop, on va dire, et là c'est le flotteur de Damien Lillard qui a pu un peu punir le fait d'être face à un drop qui laisse cet espace-là. On a eu aussi, d'ailleurs, vu que l'attention était plutôt focalisée sur Lillard, des actions en short roll. Alors, vous savez que parfois on dit, il y a le raccourci d'usage short roll pour dire passing sur short roll, mais non, en fait, short roll c'est une position en fait. Souvent on dit short roll comme raccourci pour dire il a fait la passe sur short roll, mais en gros short roll ça veut juste dire qu'il fait pas un roll jusqu'au panier. Et donc il va dans cette position de short roll où je pose l'écran et je m'écarte à peine, je reste dans l'entrejeu. Et là, comme il y avait un boulevard et comme c'était Giannis, il n'a pas eu besoin de faire la passe sur short roll. Juste il a pris le ballon et puis il a fait un drive à partir de ces situations de short roll. Donc ça a marché plutôt pas mal aussi. Et puis on a vu évidemment quand la défense de New York a été un peu moins agressive directement sur l'écran, un pull-up à 3 points de la part de Damien Lillard. Mais voilà, donc quelques très bons passages de ce pick and roll aussi, entre Milwaukee, entre Lillard et Antetokounmpo. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, on attend plus. Mais bref, donc ça a été pas mal, mais clairement, je pense qu'on peut attendre plus. On peut en attendre plus. Alors, dans les bons points aussi, je ne l'ai pas dit, mais autant Chris Middleton en défense, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Autant en attaque, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est quand même pas mal du tout. Le toucher de balle est toujours là. Hein. Un joueur qui se blesse et qui perd de la vivacité, il est moins rapide, ok, mais le toucher, il est toujours là. Même ça s'améliore un peu avec l'âge, bien entendu, au fur et à mesure des années. Donc, Chris Middleton est là. Pas de soucis. Les shoots, les flotteurs, un peu d'attaque du panier, ok. Mais c'est vrai que l'histoire du match, pour moi, ça a été le pick and roll. Le pick and roll de Brunson, je veux dire. Et donc, encore une nouvelle fois, plutôt le pick and roll défensif de la part de Milwaukee. Bref, donc, voilà pour Knicks contre Bucks. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais le but, c'est d'essayer d'être un peu concis aujourd'hui et de raconter les grandes lignes tactiques, bien entendu. Et donc, deuxième match de cette soirée, c'était les Warriors du côté de Denver. Donc, Golden State à Denver. Victoire de Denver, évidemment. Et pour moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est un peu l'erreur, l'erreur.
ce que ne sont pas arrivés à faire les Warriors sur la première mi-temps notamment, ça a été pour moi, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas assez bien exploité la défense du pick and roll de Denver. Puisque, on le rappelle assez régulièrement, Jokic, c'est pas forcément son fort défensif de défendre le pick and roll, ce qui fait que Denver a certains schémas qui sont plutôt en edge, donc plutôt on fait monter Jokic sur l'écran. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour un peu déplacer le point de tension de la défense et faire en sorte un peu, grosso modo, de cacher Jokic sur une espèce de 2 contre 1 sur le ballon. Et derrière, qu'est-ce qui va faire que la possession va réussir ou non? C'est qu'est-ce qui se passe en deuxième rideau? Est-ce que le deuxième rideau, les défenseurs de Denver peuvent arriver à gérer un peu le surnombre pour l'attaque pendant ce bref moment? Mais voilà, donc c'est vrai que, bon, j'ai même pas besoin de vous faire ce topo-là, vous le savez, hein, Jokic n'est pas forcément hyper génial sur la défense du pick and roll, et c'est vrai que j'ai trouvé que les Warriors n'ont pas assez bien exploité ce filon-là, si je puis dire, pour plein de différentes raisons, mais une des raisons, moi, que j'ai noté, et on le sait depuis quelques temps, mais Kevon Looney, c'est quand même un peu difficile. C'est quand même un peu difficile. Bon, son atout offensif, notamment sur pick and roll, c'est les fameuses passes sur le short roll. Donc, je pose l'écran, je roule plus ou moins bien dans le cas de Looney, et ensuite je peux faire c'est quelqu'un qui prend de très très bonnes décisions, enfin de bonnes décisions en mouvement relatif à son poste et à son rôle. Mais c'est vrai que par contre, c'est pas quelqu'un qui peut aller vite plonger au panier. Et ça, on en a parlé justement sur l'hebdo de lundi. Pourquoi est-ce que Tracy Jackson-Davis a aussi gagné pas mal de temps la semaine dernière au niveau de ses minutes? C'est parce que contre Portland, il a été utilisé comme cible de pick and roll, justement, et aussi, de nouveau, contre le fameux match contre Boston. Ouais, c'est là qu'il fait du bien. C'est le fait que Tracy Jackson-Davis, il est beaucoup plus rapide. Il n'a pas eu 8 opérations des hanches, comme malheureusement Kevon Looney, qui d'ailleurs, je blague souvent sur Kevon Looney, qui est un peu lent et qui a perdu un peu toute cette mobilité, cette vivacité. Allez voir des vidéos de Kevon Looney en high school. C'était un énorme lycéen. Vous verrez un mec bouger. Vous l'avez jamais vu bouger comme ça, Kevon Looney. C'est un peu... C'est vachement dommage, évidemment. Bref, j'y pense, mais parce que les blessures ont quand même pas mal gâché sa carrière, finalement. Et heureusement qu'il avait d'autres qualités, d'intelligence de jeu, de placement, de défense, etc. pour s'en sortir. Mais, pardon, je digresse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, Kevon Looney, finalement, n'a pas un peu cette vivacité de plonger au panier très vite pour mettre à défaut le fameux 2 contre 1 sur le ballon. Le fameux edge de Denver sur le pick and roll. Quelle est une des meilleures manières de le battre? C'est que quand tu mets 2 sur le ballon, tu fais rouler très très vite et très très fort quelqu'un vers le panier pour offrir une option de passe et pour punir cette défense agressive, finalement. En tout cas, ça va pas être forcément tout le temps être une passe directement pour un dunk, évidemment, mais c'est comme ça que tu mets la pression sur la défense derrière. C'est comme ça que tu mets la pression sur le deuxième rideau, en fait, hein, qui doit gérer ce surnombre. Oui, si t'as pas une menace qui va très très vite et très très fort au panier, finalement, tu peux te permettre de zoner un peu plus tranquillement et de gérer ton 3 contre 3. Attends, je compte 1, 2, 3. De gérer le 3 contre 4 un peu plus tranquillement. Et clairement, pour moi, c'est un peu ça qui manque dans le profil de Looney à cause des blessures. Et c'est pour ça que Tracy Jackson-Davis aussi a eu pas mal de temps de jeu récemment. Là, avec Looney sur le tout début de match, donc, Looney était titulaire, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais ça marchait pas trop. On n'arrivait pas trop, du coup, à avoir cette menace, en fait, qui peut tirer dans l'autre sens pendant que la défense de Denver tire de l'autre côté, quoi. C'est pas du tout clair, mais que quand Denver met de la pression sur Stephen Curry vers la droite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte vite vers la gauche pour mettre la pression sur l'as de la défense. Bref, vous avez compris. Et ça, Looney, il l'a plus trop. Évidemment, si on fait venir poser un écran à Kuminga, qui est un peu plus capable, mais le problème, c'est que Kuminga, il n'est pas défendu par Jokic, donc ça ne règle pas le problème de on veut attaquer, on veut cibler un peu Jokic et ce pick and roll là, parce que c'est directement en impliquant Jokic qu'on arrive à faire défendre comme ça Denver, à faire que Denver pratique cette couverture là, qui ensuite c'est ça qu'on veut exploiter. Donc oui, Looney, ça marchait pas trop le pick and roll sur la première mi-temps. Et donc, sur le début de match, ça marche pas trop. Qui est-ce qu'on fait rentrer? Évidemment, le rookie Tracy Jackson-Davis. Et vous allez me dire, ouais, moi j'ai vu les matchs, j'ai vu Golden State contre Boston, j'ai écouté l'hebdo, j'ai vu la vidéo de Guillaume. Ah ouais, il est cool, ça va marcher. Et ça a marché en attaque. Ça a plutôt pas mal marché en attaque, mais il y a un mais,
c'est que ça a pas tant marché que ça, parce que très rapidement, ces minutes ont été relativement limitées, parce que qu'est-ce qu'a fait Denver de l'autre côté? Tracy Jackson-Davis qui rentre, et on a bien compris, pour poser des écrans et pour vite rouler au panier, et pour mettre la pression et pour mettre en difficulté le pick and roll défensif de Denver. Bah, que fait Mike Malone, qui est un bon coach, et que fait Denver, qui est une bonne équipe? Ok, Tracy Jackson-Davis qui vient sur le terrain, pas de problème, mais nous on va te cibler. On va te cibler, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Ils l'ont ciblé en défense. Lui qui est plutôt un bon protecteur de panier en termes de volume sans ballon, mais clairement contre Jokic, bah non, il a plus de difficultés évidemment. Donc il y a eu pas mal de... En fait très vite, très vite il est rentré, et on n'a même pas trop pu en profiter côté Golden State, parce que très vite on l'a testé sur pick and roll, on l'a testé sur Jokic aussi, qui l'a attaqué en fait frontalement une fois, deux fois, en allant à la faute, en allant marquer des paniers. On l'a testé pick and roll, je l'ai dit, sur des sorties d'écran aussi. J'ai une action en tête notamment on fait un cross screen de la part de Jokic qui pose un écran pour Michael Porter Jr. qui doit couper au panier. Il le fait, sauf que voilà, Tracy Jackson-Davis ne switche pas du tout sur l'écran, et même il couvre même pas momentanément le temps que le défenseur de Porter Jr. revienne en position, et parce qu'en fait il défend Jokic, et parce qu'en plus il n'est pas forcément très expérimenté, donc des petites erreurs comme ça à droite à gauche, ce qui fait que oui, sur la théorie on pouvait se dire il va aider en attaque, et on pouvait l'espérer, mais sauf que de l'autre côté, Denver l'a vu rentrer, ils étaient prêts, quoi. Denver, ils font leur devoir, hein, c'est des professionnels. Ils savaient que quand Tracy Jackson-Davis peut te faire du mal en attaque, bah, il faut le cibler en défense, et comme ça, très vite, tu peux couper court très tôt, finalement, à cette menace, en fait. Et c'est exactement ce qui a été fait via le pick and roll et via Jokic. Et heureusement que ça a été fait, parce qu'en effet, on a quelques actions en première mi-temps où quand il est sur le terrain, côté offensif, bah oui, on a des rôles sur pick and roll. On a même, plus qu'un simple rôle de lui-même, on a aussi, un rôle où lui-même va marquer. Hein. Plus que ça, on a aussi le fait qu'il y a un pick and roll, notamment j'ai en tête un pick and roll où très simplement, lui, il plonge au panier assez rapidement. On sait que Jackson Davis représente une menace verticale, et donc que se passe-t-il? Jokic est un peu obligé de rétro-pédaler sur le pick and roll, de faire machine arrière, parce qu'il y a la crainte de la verticalité dans son dos de Jackson Davis, et donc ça libère totalement un chemin de drive pour Kuminga, qui était le porteur de balle sur pick and roll. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui n'ont l'air de rien, mais en fait, cette menace, ne serait-ce que la menace du roll, ça affecte aussi la défense. Et c'est exactement ce qu'on a eu sur donc les rares possessions où on a pu un peu se servir de Jackson Davis avant que Jokic, de l'attaque sur post-up, fasse des fautes, ou alors, d'ailleurs, une possession où il n'y a pas forcément faute, mais au bout d'un moment, Jokic l'attaque de nouveau sur post-up. Que fait la défense de Golden State? Elle coulisse un peu autour de... elle vient apporter une aide, et elle fait une pré-rotation en fait. Hein, je veux dire, elle attend pas que Jokic fasse son move, elle fait un peu une pré-rotation en amenant un deuxième défenseur pas loin. Donc il y a tout qui coulisse d'un côté du terrain. Que fait Jokic? Il va trouver la passe vers le côté faible en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a réussi côté Denver à limiter un peu les dégâts du pick and roll en première mi-temps. C'est en ciblant très simplement Jackson Davis pour qu'il ne puisse pas jouer tant que ça, quoi. Et ça a marché, puisque on a été obligé, vu que les minutes avec Jackson Davis, il y avait de la défense, la valeur défensive qui fuyait, oui, on a fait revenir Kevin Looney, et donc retour au point de départ, et voilà, vraiment une première mi-temps où je trouve que les Warriors ne sont pas arrivés à exploiter cette défense du pick and roll de Jokic et de Denver qui finalement est un peu le point où il faut appuyer et pour faire mal en fait. C'est là-dessus que la défense de Denver est fragile, peut-être pas, mais c'est là où on peut faire le plus de mal quand on a un porteur de balle de calibre d'élite comme les Warriors ont, évidemment. C'est ça aussi qui, peut-être, moi, me fait un peu rester sur ma faim sur ce match, c'est que Golden State avait les armes. Ils l'ont pas fait. Ils sont pas arrivés à attaquer ce pick and roll en première mi-temps. Mais, oui, Steve Kerr, c'est un bon coach. Très clairement, retour des vestiaires, on a eu un ajustement, ou en tout cas, on a eu le focus qui a été mis sur ça. C'est-à-dire, on va essayer de développer beaucoup plus et de cibler beaucoup plus ce pick and roll et d'attaquer le pick and roll défensif de Jokic et de Denver. Et c'est ce qui a été fait avec un spacing un peu mieux réorganisé, avec Kevin Looney, où on lui a dit n'hésite pas à attaquer. J'ai notamment une action en tête très très tôt dans le deuxième mi-temps où
il pose l'écran, il plonge pas hyper vite au panier, mais juste on lui donne très vite la balle. Et Jokic s'attend pas forcément à ce que Looney déclenche un drive carrément. Et donc il y a un effet de surprise, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire un petit écran, je roule pas complètement de manière explosive au panier, je roule un tout petit peu, je m'écarte, je reçois la balle et j'attaque sur du drive. Ça a marché. On a aussi vu plus de side pick and roll. Qu'est-ce qu'on appelle un side pick and roll? C'est un pick and roll sur le côté, mais qui ne rentre pas vers l'intérieur, qui plutôt va vers l'extérieur. C'est-à-dire un pick and roll sur l'aile, mais qui part vers le corner. Donc un side pick and roll. Et le but, en fait, de ces side pick and roll, c'est d'essayer de... Donc, sachant que Jokic va essayer de monter un peu haut et donc il y a cette donnée-là de la couverture défensive de Denver, le but, c'est en fait d'essayer d'ouvrir le reste du terrain. Toute la moitié de terrain de l'autre côté, ou les 2 tiers de terrain, quand on met un peu, non pas un pick and roll plein centre, où du coup la défense peut faire venir des aides côté gauche, côté droit, plus ou moins essayer de limiter les dégâts. Quand on fait un side pick and roll, ça permet quand l'aide vient depuis le côté faible, le côté faible il est immense, quoi. Quand il y a un side pick and roll qui est fait sur l'aile et qu'on est obligé d'apporter une aide, il y a beaucoup plus de terrain libre côté faible, et donc ça a plutôt pas mal marché. Autre ajustement et autre pick and roll, autre système qui a été joué pas mal de fois aussi sur cette deuxième mi-temps, retour des vestiaires, ce qui montre bien un peu l'emphase qui a été mis sur ce côté, il faut qu'on fasse marcher ce pick and roll. Les Warriors ont joué des doubles pick and roll. Donc, plutôt que simplement un simple pick and roll à un écran pour attaquer Jokic, on a fait des doubles pick and roll, donc à 2 écrans. Et, précision évidemment, Jokic se trouvait sur le 2e écran. Et quel est un peu l'intérêt de faire ça? C'est que, en vérité, le premier écran servait juste à essayer de provoquer un switch, parce que Denver faisait ça, essayer de faire enlever, entre guillemets, KCP du marquage de Stephen Curry. Et pour le coup, Denver a fini par s'ajuster, mais les 2, 3, 4 premières fois où les Warriors ont joué ce système-là, ça a plutôt pas mal marché. C'est-à-dire 2 écrans. Sur le premier, c'est un extérieur. Et donc, du coup, Stephen Curry prend le premier écran, et plutôt que d'avoir KCP, il se retrouve avec Jamal Murray, ou Michael Porter Jr., ou des joueurs comme ça. Et puis ensuite, à partir de là, donc avec un plus mauvais défenseur sur le dos, il enchaîne avec un 2e écran, où là, il retrouve Nikola Jokic, mais donc avec plus de chances de créer un décalage et d'obtenir un bon tir, parce que il n'y a pas KCP en premier rideau, et ça c'est aussi un truc que je voulais souligner sur ce match-là, c'est que Caldwell Pope a vraiment été fantastique. Franchement, un match assez épatant de KCP. Il faut dire que c'est vraiment le genre de match-up que lui, sur lequel il est excellent. C'est-à-dire un peu ce côté navigation d'écran, c'est véritablement sa force. Je pense qu'il serait beaucoup moins performant pour, par exemple, tenir sur isolation un James Harden, par exemple. KCP, il est moins bon là-dessus, ou aller essayer de défendre des postes 3 un peu plus grands, un peu plus costauds, ok. Mais par contre, pour tout ce qui est navigation d'écran, premier rideau du pick and roll, il est fantastique. Et donc, c'est pour ça que, retour des vestiaires, les Warriors ont concocté ce double pick and roll pour essayer de faire ce premier switch, en fait. Premier écran pour que Curry n'ait plus KCP sur le dos. Et 2e écran directement après, on attaque Jokic. Ça a plutôt pas mal marché. Même si, donc, comme dit, Denver s'est ensuite pas mal ajusté également. Deuxième mi-temps, d'ailleurs, on a eu un peu la même problématique qu'en première avec Jackson Davis, c'est-à-dire dès qu'il est là, il y a de la verticalité, il y a de la menace sur le roll, R-O-L-L du pick and roll, mais de suite, Jokic attaque frontalement Jackson Davis, et là encore, des exemples de on a peur, on veut pas le laisser 1 contre 1, on essaye de surcharger le terrain autour de Jokic pour essayer d'aider Jackson Davis, mais du coup, Jokic trouve la passe pour punir un peu ce positionnement un peu agressif. Et puis, c'est vrai que j'ai pas non plus été très fan du Money Time côté Golden State. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Wiggins. Alors, parfois ça a marché, puisque parfois ça a été des post-up sur Jamal Murray. D'ailleurs, ce qui a été fait aussi en première mi-temps, de Kuminga qui va attaquer Jamal Murray sur post-up, Wiggins qui va attaquer Jamal Murray sur post-up. De nouveau, on l'a retrouvé dans le Money Time. Ça a plutôt pas mal marché, 2 fois, je crois. Mais voilà, j'ai trouvé que on aurait pu avoir facilement 5-6 dernières minutes de complètement
à temps plein Stephen Curry sur pick and roll en porteur de balle, on l'a pas eu. Clairement, on l'a pas eu. On a eu une attaque qui essayait un peu de faire des choses un peu plus variées, diverses. Je pense que sur un match de playoff, on aurait eu 5 minutes complètes de pas de système, juste pick and roll, Stephen Curry, on essaie d'appuyer là où ça fait mal. Mais là, on n'a pas eu trop ça. Et puis de l'autre côté aussi, petit fait marquant un peu pour la toute fin de Money Time. Bon, je vous raconte pas que Jamal Murray a été clutch, que Denver aussi de l'autre côté, je parle beaucoup d'un côté du terrain, mais de l'autre côté, attaque de Denver contre défense de Golden State, Denver était pas mal, mais non, oui, toute fin de match, donc au niveau du Money Time de cette fin de match assez disputée finalement, on a même vu Nikola Jokic placé sur Chris Paul. Alors ça n'a pas été très longtemps, ça a été il restait 1 minute 30 à jouer dans le match, mais on l'a vu sur 3 possessions, Jokic en défense sur Chris Paul. Là vous allez me dire, mais pourquoi mais pourquoi faire ça? Mais en fait c'était très simplement pour justement ce Money Time où on craignait un peu le fameux, la faiblesse de la défense, c'est le pick and roll. Stephen Curry est tout à fait capable de jouer en vrai porteur de balle d'élite, proactif, frontal, qui va jouer des pick and roll. Mais comme on avait peur, et que ça commençait un peu à plutôt pas mal marcher ce pick and roll, cette histoire de pick and roll en deuxième mi-temps, Denver avait un peu peur de ça. Ils ont mis Jokic sur Chris Paul en défense. Pourquoi? Parce que, si tu veux, tu peux venir faire... tu peux venir appeler Chris Paul pour cibler indirectement Jokic, pas de problème. Mais sauf que si c'est Chris Paul qui vient de poser l'écran, t'as pas tous les avantages d'un vrai intérieur, en fait. T'as pas forcément le côté... il va poser un bon écran, ça va créer une vraie séparation pour Stephen Curry. Tu vas pas avoir non plus la menace de verticalité, de alley-oop, ou même, sans parler de alley-oop, il n'y a même pas la pression, il peut même pas mettre la pression au panier non plus sur des rôles un peu plus moins aériens, mais juste le fait de tu poses l'écran et ensuite tu cours vite au panier et t'as la taille pour mettre la pression au panier. Non, Chris Paul il a pas ça. Donc c'est un peu la logique derrière tout ça, ça a été de pourquoi est-ce qu'on l'a pas sorti? Évidemment parce que c'est Jokic et que t'en as besoin et qu'il mettait les paniers, il faisait les passes, il mettait les lancers francs. Donc tu peux pas t'en passer, donc en défense tu le mets sur Chris Paul et tu dis ok, Golden State, tu veux attaquer Jokic, ok, mais si tu veux, tu le fais avec Chris Paul. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc on a eu 3 actions, donc Jokic sur Chris Paul. Une première fois, Chris Paul vient apporter un écran, certes, mais sauf que il n'y a pas du tout de décalage, il n'y a pas du tout d'action qui est faite, il n'y a pas de... Voilà, la défense de Denver, elle surcharge un peu le terrain autour de Curry, pardon, et puis ensuite, Curry fait tourner la balle, mais de l'autre côté, ça se... Enfin voilà, il n'y a rien qui se passe sur le pick and roll, quoi. Il n'y a pas de... il y a pas de décalage dans le jeu, donc ça swing, ça revient dans le corner pour Klay Thompson, mais Porter Jr. a eu le temps de revenir très largement, et ça se finit en un contre, peut-être vous avez l'action en tête. Donc, première fois où on fait venir Chris Paul pour attaquer Jokic, mais sauf que non, il se passe rien. Deuxième fois, non, on fait pas venir poser un écran à Chris Paul, et je sais plus trop ce qui se passe, je crois que c'est Curry qui prend une isolation, un tir sur isolation. Et puis, une troisième où effectivement, on fait pas forcément poser un écran, mais on fait une espèce de prise à deux, en fait, grosso modo. De juste, on envoie Jokic aider un peu, faire une espèce de prise à deux sur Curry, et ok, Curry ressort sur Chris Paul qui peut attaquer et qui en effet va au drive, mais sauf que on était dans une situation de toute fin de match où on était plutôt sur, comme disent les Américains, de run out the clock, donc de faire tourner le chrono, de faire défiler le chrono, donc le drive concédé était un peu volontaire. Mais voilà, petite filouterie de la part de Mike Malone, un peu intéressante parce que ça bon, pas significative non plus, mais un peu intéressante et rigolote, et ça, mine de rien, plutôt pas mal cassé le rythme et les toutes dernières cartouches de ce match-là de Golden State par rapport à ce pick and roll. Mais donc voilà pour ce match-là. Il y aurait plein de choses à dire, et je pense que même sur les Warriors en général, il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que ce qui est ressorti un peu de ce match, c'est que la densité, elle est peut-être pas géniale côté Warriors, et que même pour attaquer une défense qui a priori peut être vulnérable sur le pick and roll, on a vu que il n'y avait pas forcément les armes. Donc, je sais pas, j'aime bien cette équipe. Elle a de bons atouts, elle a de bons profils intéressants, mais d'un autre côté, il manque aussi certains profils, je trouve.
Bref, on verra s'il y a peut-être un trade qui va se faire côté Golden State. Mais voilà pour ce match donc où l'histoire pour moi ça a été que la défense de pick and roll de Denver finalement a plutôt pas mal tenu pour remporter ce match. Troisième match, donc Boston Celtics contre Los Angeles Lakers. La victoire de Boston, évidemment. Et côté observation tactique de ce match-là, bon, je pense que les Lakers ne seront jamais une attaque d'élite, évidemment. Pas dans cette configuration-là. Ils ont pas mal de profils, finalement, qui sont très différents, mais aucun de ces profils-là, en tout cas très peu de ces profils-là, sont viables et très performants à la fois des deux côtés du terrain. C'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, c'est ce que j'aimais bien. C'est qu'il y avait un côté... il y a plein de profils différents selon quelle équipe tu dois affronter, selon quel schéma tu dois affronter. Ça, c'est le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide, c'est de dire aussi, bon, ben ok, c'est quand même beaucoup de joueurs gadgets, quoi. T'as pas non plus une profondeur énorme sur des vrais joueurs de rotation. T'as une profondeur très très bonne sur des joueurs à 15-20 minutes par match, peut-être. Mais t'as pas non plus un noyau dur, on va dire, de joueurs, de gros titulaires ou de gros joueurs de rotation très profondes. Bref, mais non, ce que j'aime bien avec, mine de rien, avec Darvin Ham, c'est un peu... On a une attaque méthodique. Il y a toujours une raison derrière ces schémas en sortie de temps mort, il y a toujours une raison derrière ces schémas, même en général, ces systèmes appelés. Ça va pas être des systèmes hyper élaborés, ça va pas être de la motion offense, ça va pas être beaucoup de mouvements encore et encore. C'est très méthodique, si on fait telle action parce qu'on va attaquer tel mouvement, notamment. D'ailleurs, premier exemple, D'Angelo Russell est un peu de sortie de sa boîte, alors. Relativement, évidemment, à son nouveau statut, hein, puisqu'il est repassé sur le banc. D'Angelo Russell repassé sur le banc, notamment pour laisser de la place à Vanderbilt, qui était dans le 5 pour défendre sur Tatum, notamment. Mais bref, un aspect, par exemple, qu'on a vu sur ce côté attaque très méthodique, c'est ce bon vieux Al Horford qui a été ciblé et qui a été mis à mal, comme souvent d'ailleurs, hein, sur post-up de la part de Anthony Davis, pas mal de fois, et donc notamment aussi sur le drop, sur la défense du pick and roll, en fait, hein, très, très simplement, où on a vu D'Angelo Russell et Anthony Davis attaquer sur pick and roll en tant que combo Al Horford et le cibler encore et encore, et je crois que notamment D'Angelo Russell a 4 paniers mis sur ce match-là. Les 4, c'est des pull-ups contre le drop. Donc, le pull-up, le tir en sortie de dribble face à Al Horford qui est en drop. Donc, pour continuer un peu sur les doutes qu'on a émis sur la dernière émission, notre hebdo, et même depuis le début de saison, hein, Al Horford, on commence à sentir l'âge et sa vie de plus en plus, et c'est de plus en plus régulièrement ciblé par à peu près tout le monde. Donc, D'Angelo Russell, des petits pull-ups à mi-distance, des petits pick-and-pop aussi à mi-distance de la part d'Anthony Davis, du post-up aussi, et c'est vrai que ça aussi c'est un autre de mes points sur cet aspect attaque assez méthodique des Lakers. Finalement, Boston a beaucoup switché, et switch beaucoup en général, et donc un des aspects du plan de jeu des Lakers sur ce match-là, ça a été d'aller au post-up en fait. Très simplement de développer pas mal enfin en tout cas, de faire des systèmes avec des écrans pour libérer, pour créer des mismatchs, créer le switch qu'on voulait, et ensuite essayer un peu de l'attaquer sur post-up, hein, c'est un peu cette méthode-là on a un switch, ok, on a une défense qui veut faire du switch, pas de problème, mais ensuite on va essayer de la punir. C'est-à-dire, si vous avez envie de switcher de manière automatique et sans trop se poser de questions, pas considérer un décalage sur quelques pick and roll que ce soit, pas de problème, tu fais des switches automatiques, mais du coup c'est plus facile pour moi d'obtenir le défenseur que je veux. C'est un peu le compromis. Et vous allez me dire, mais oui, mais c'est pour ça qu'on n'aime pas les défenses en switch qui justement, pourquoi est-ce qu'on switch de manière automatique, c'est pas bien. Mais oui, mais en fait, tout est question de compromis. Si tu ne fais pas ça, si tu fais pas un switch, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux faire un hard edge, donc le défenseur du poseur d'écran essaie de gêner le porteur de balle, puis il revient sur le mec qui a posé l'écran. Mais sauf que c'est une couverture qui, de facto, laisse un décalage, crée un décalage dans la défense. Donc, parfois, le switch automatique
surtout quand ensuite il est puni par l'équipe adverse, peut être vu comme totalement stupide, mais il est aussi là pour une raison. Parce que si tu fais pas un switch, c'est que tu fais une couverture plus traditionnelle, mais qui va forcément créer un décalage quelque part. Si tu fais un hard edge agressif, ou si tu fais un edge, t'as un décalage qui est créé pour le porteur de balle. Si tu fais un drop, t'as aussi un décalage qui est créé. Enfin bref, il n'y a pas de solution parfaite en fait. Donc, je comprends que ça puisse en énerver certains, ce côté mais non, mais pourquoi on switch de manière automatique? Oh, il n'y a même pas de il y a même pas de contact sur le pick and roll, pourquoi ça switch? En fait, c'est pour ça. C'est un vrai choix stratégique on ne veut concéder aucun décalage. Et il faut pas avoir le biais on voit ce qui s'est passé, mais on n'a pas vu ce qui aurait pu se passer. Bon bref, je me perds déjà, pardon. Mais donc oui, Boston était un peu en mode switch automatique sans trop réfléchir, pour le coup. Et ce qui a permis donc à Darvin Ham un peu de développer ce côté, on fait des systèmes, on obtient le switch automatique plus ou moins facilement, et puis ensuite on envoie Anthony Davis le punir. On envoie LeBron James le punir. Ça a été pas mal fait. Et d'ailleurs, on a eu pas tant que ça, même quasi pas du tout. Bon, j'exagère un peu, mais comme dit, je crois qu'on l'a dit dans la dernière hebdo, et dans toutes les hebdos d'ailleurs. Mais vous savez, les Lakers, c'est une attaque qui aime bien développer pas mal de pick and roll, et notamment les MC pick and roll sur le côté. Sur ce match-là, on n'en a pas eu. On n'a pas trop eu, en tout cas pas tant que ça comparé à la moyenne. On n'a pas eu non plus de high pick and roll plein centre, donc des pick and roll classique, plein centre du terrain, on n'a pas trop eu non plus, parce qu'en fait, on n'a pas trop utilisé le pick and roll, on a plutôt essayé d'obtenir ces switches et de les attaquer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça a été un peu le plan de jeu. C'est ce qui a été fait. On a même eu des sorties. On a même eu des systèmes en sortie de temps mort exprès pour ça. Notamment, je pense à un où Anthony Davis est capable après un switch, de faire un seal, S-E-A-L en anglais, donc de verrouiller son défenseur très proche du panier et pour réclamer la balle et pour faire un simili post-up en fait, mais c'est pas vraiment un post-up puisqu'il y a juste à prendre la balle et la mettre dans le panier, quoi. Donc un seal à partir du moment où tu as le switch, ensuite tu verrouilles ta position et t'es au panier. LeBron l'a fait aussi pas mal de fois, notamment contre Derrick White, qui est un excellentissime défenseur, mais qui n'est pas le profil idoine pour défendre LeBron James. Un autre système encore en sortie de temps mort, je crois de tête, où on arrive à faire switcher Sam Hauser sur LeBron James. Pareil, LeBron, super, tu me donnes ça. Ensuite, moi, je vais driver et j'y arrive et j'arrive à me libérer un chemin jusqu'au panier. Et puis, pas mal de post-up aussi, mine de rien. Pas mal de post-up, même de manière générale. Pas que du post-up pour punir un switch, mais c'est vrai que, moi j'aime bien Darvin Ham. Je l'aime vraiment plutôt pas mal, même très bien. Surtout quand on a vu ce qu'il a pu faire en playoff. C'est vrai que sur cet aspect, je suis un peu moins fan. De ce côté, on essaie de développer pas mal de post-up. Après, c'est aussi normal en un sens, quand on a un joueur comme Anthony Davis qui vient réclamer des post-up. Bon, ça peut paraître normal, mais je trouve que c'est pas forcément toujours la meilleure manière de développer une attaque en répétant avec une telle fréquence les post-up qui sont de facto des situations un peu statiques quand tu n'arrives pas trop à les animer ou quand tu n'as pas non plus un passeur d'ultra élite. Et Davis est plutôt un bon passeur qu'un passeur d'élite. Donc voilà, mais en tout cas, on a vu pas mal de situations comme ça. C'est-à-dire Anthony Davis qui attaque avec succès d'ailleurs Porzingis, qui attaque avec succès Nemaskita aussi. Donc pas mal de bonnes situations aussi de ce côté-là. Pas que pour punir le switch, mais aussi quasiment pour initier l'attaque, très simplement. On donne la balle à Anthony Davis qui a eu pas mal de succès au poste bas sur ce match-là. Après, c'est vrai que de l'autre côté, on a tout de même eu une très très bonne performance défensive de la part de Boston, et notamment sur la protection du panier. Il faut se rendre compte que sur ce match-là, les Lakers shootent extrêmement bien à 3 points, je crois à plus de 40% à 3 points, et pourtant ils perdent le match parce que la réussite au panier, elle est relativement mauvaise. Et donc là, on peut faire la transition en conséquence avec aussi ce qu'a fait Boston défensivement. Ça a été de mettre Porzingis dans ce fameux rôle du roamer. C'est-à-dire que, ok, on fait des switches automatiques, ça peut être puni au poste bas. Ok, pas de problème. Mais, premièrement, l'avantage, c'est que on part pas sur des couvertures un peu plus traditionnelles où, forcément, si on ne fait pas un switch, il va y avoir un décalage quelque part concédé. Donc, premier avantage du switch, on ne concède pas de décalage.
Et deuxième avantage, c'est que, ok, tu veux essayer de nous attaquer, pas de problème, mais sache que on a Porzingis qui est dans le rôle du roamer, et donc le safety défensif qui peut aussi venir aider sur ces situations, et qui l'a pas mal fait, qui l'a même très bien fait. C'est-à-dire que sur ce match-là, on n'a pas vu forcément le nombre de tirs des Lakers au panier baisser ou être très bas. C'est pas tant sur la fréquence, c'est sur l'efficacité concédée au panier qu'on a vu les effets de Porzingis et de la bonne défense des Celtics. Les Lakers ont shooté un nombre pas forcément anormal de tirs au panier, mais par contre, les tirs pris au panier, vous pouvez faire une compilation, ils ont été très très bien défendus soit parce que bien défendus par le défenseur sur l'action, soit sinon par aussi Porzingis qui venait en deuxième rideau pour aider, pour contester, pour altérer le tir. Bref. Donc on a aussi cette... faut aussi voir l'image un peu plus complète aussi, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est pas que on fait un switch de manière un peu bête, c'est aussi on fait un switch parce que on a des raisons de le faire. On veut pas concéder de décalage, et en plus, on a aussi Porzingis. Et quand tu fais un switch et que, d'ailleurs, je l'ai décrit, l'équipe adverse veut punir ce switch en l'attaquant sur des situations un peu d'isolation, donc, et ben en fait, c'est pas vraiment un contre un. Puisqu'on a Porzingis pas loin qui se tient prêt à aider. Donc en fait, on arrive quasiment à piéger l'adversaire, à lui faire croire que ça va être du 1 contre 1. Si, vas-y, tiens, on a un switch, ok, on switch, pas de problème, vas-y, attaque-nous, prends le 1 contre 1, vas-y, je t'en prie. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est presque quasiment, on lui fait croire que ça va être un 1 contre 1, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et finalement, bon, ça n'a pas non plus été une performance défensive dantesque non plus, mais ça a, je trouve, plutôt pas mal marché. En tout cas, juste assez pour que ensuite l'attaque de l'autre côté fasse le job. Mais bref, donc finalement pas mal de choses à aimer sur ce côté défensif des Celtics. Et c'est vrai qu'il y a un point sur lequel j'étais un peu déçu. C'est que typiquement, c'est contre ce genre d'adversaire et ce genre de schéma que normalement, Christian Wood a été signé. Pardon pour le name drop que vous attendiez pas. Mais non, moi c'est clairement là-dessus que j'attendais un Christian Wood. Et bon, on peut mettre directement... je peux appuyer sur le frein à main directement. Certes, peut-être que Christian Wood n'est pas bon, n'est pas assez bon et aurait coûté trop de points en défense. Ok, j'entends tout à fait... je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles Darvin Ham ne l'a pas fait jouer. Hein. Je dis pas... ça a été un scandale, il aurait dû. Juste, je dis... j'entends. Et effectivement, Christian Wood a été, pour l'instant, sur ce début de saison... cataclysmique en défense, donc oui, je comprends qu'on ne veuille pas l'utiliser, mais, puisqu'il y a un mais, oui, c'est pour ce genre de match-up qu'il y avait besoin d'un Christian Wood. C'est-à-dire, il va pas être là pour un rôle majeur, comme on l'attendait peut-être un peu plus à Dallas, non, il est pas là pour ça, il a ni le salaire ni le statut pour ça, mais par contre, et c'est ce que j'avais dit au moment de sa signature, c'est que c'était une pièce supplémentaire et un profil de plus à utiliser selon les match-up. Et là, on était dans ce match-up, pour moi. Parce que Rui Hachimura, c'est bien gentil pour certaines configurations, mais là, on a vu aussi que cette configuration-là n'était pas idéale pour Hachimura, parce que quand on a quelqu'un qui délaisse son adversaire pour faire un peu le safety défensif, qui abandonne son adversaire pour aller proche du panier, quelle est l'arme, quel est l'antidote? C'est d'avoir un joueur de pick and pop. Très très basiquement, si Porzingis veut se rapprocher du panier, toi t'as qu'à t'écarter du panier et tu le mets dans l'embarras en fait. L'antidote au drop, c'est le pick and pop. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a vu pas mal de séquences, même un peu trop, où Hachimura, il n'y a pas le 3 points, donc il n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Alors, il les prenait les tirs, hein. Enfin, pas tout le temps même, mais en tout cas quand il les prenait, non, il ne les mettait pas, mais parce que c'est ça son profil aussi. Ce qui fait que quand Porzingis était un peu loin du ballon, défense off-ball, et abandonné Hachimura pour aider au panier, tu pouvais pas trop faire la passe, la skip passe vers Hachimura pour qu'il punisse à 3 points, non. Et puis, de l'autre côté, les Lakers ont aussi essayé de mettre dans l'embarras, hein, classiquement, ce safety défensif, comment on fait quand on veut pas que ce safety reste loin du ballon avec une certaine dose de liberté, qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque directement. Donc ils ont attaqué
frontalement et sur pick and roll Porzingis, qui lui est le seul Celtics qui ne switche pas évidemment, mais sauf que t'avais pas l'arme derrière quoi pour le punir. Donc t'avais LeBron qui faisait un pick and roll et qui attaquait Porzingis, ok, mais t'avais pas Hachimura à 3 points qui pouvait dégainer et punir sur le pick and pop, et qui pouvait ensuite sur les actions d'après faire douter, faire hésiter Porzingis en lui disant attention, j'ai la menace à 3 points, tu peux pas trop abandonner quoi. Donc voilà, ça c'est, je comprends, et sans doute que Christian Wood est peut-être trop mauvais pour être sur un terrain, et que s'il l'avait été, peut-être qu'il aurait fait du bien là-dessus, mais les points qu'il t'aurait coûté en défense, ça aurait été trop grand, voire même ça aurait complètement rééquilibré la balance, et que donc ça n'aurait pas valu le coup, peut-être. Mais c'est vrai que, pour moi, si tu as Christian Wood dans l'effectif, c'est pour ce genre de match. C'est pour ce genre de configuration, et il n'a même pas été testé. Et c'est d'autant plus dommage que Hachimura a galéré dans ce rôle-là. De l'autre côté, Vanderbilt aussi. Son manque de spacing n'a pas fait de bien. Mais voilà, le choix de Darvin Ham, en tout cas, qui a été fait, c'était défense. Plutôt défense avec Vanderbilt. Et plutôt, j'allais dire Hachimura. Non, c'est pas forcément Hachimura la défense, c'est plutôt ne pas avoir Christian Wood, qui était le choix défensif. Mais voilà. J'aurais bien aimé 2-3 séquences pour tester, voir si un petit peu de pick and pop aurait pas pu faire du bien. Enfin, pas que pick and pop, hein, vous avez compris, le catch and shoot à 3 points pour mettre dans l'embarras Porzingis. Mais bref, donc voilà un peu pour le côté offensif des Lakers, qui n'a pas été parfait, mais n'a pas été mauvais non plus. Alors je suis désolé, ça fait pas, je vous donne pas un truc tout noir ou tout blanc à digérer très facilement, mais des choses bien, des choses pas bien. Mais par contre, ce qui a un peu décidé du match, pour moi, c'est aussi, évidemment, l'autre côté du terrain. Et là-dessus, on peut aller droit au but. Austin Reeves, c'est un peu un problème. Et en même temps, bon, là, c'est pareil. Ok, Austin Reeves, il se fait cibler sur chaque pick and roll, il se fait cibler sur chaque possession défensive où il est sur le terrain par Boston et par tout le monde. Hein. C'était pareil contre OKC il y a quelques jours. C'était aussi un peu le cas contre les Knicks il y a 3-4 jours avant ça. Ok, Austin Reeves se fait cibler. Mais bon, il y a aussi une raison pour laquelle il est sur le terrain. C'est parce que c'est un joueur offensif qui, je pense, est ultra important pour cette attaque, qui, on l'a dit, n'a pas une marge de manœuvre énorme offensivement et qui a largement besoin de l'apport offensif d'Austin Reeves, que ce soit la création, balle en main, en tant que porteur de balle un peu dynamique, en tant que passeur, en tant que finisseur, il a le pull-up, il a le drive, enfin bref. Les Lakers ont besoin d'Austin Reeves. Donc, si vous êtes là en train de vous dire « Ah ouais, mais il se fait punir à chaque possession défensive, Austin Reeves, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain ?» Ah oui, mais t'es un peu obligé de l'avoir aussi, parce que voilà, Darvin Ham, c'est pas non plus un incompétent total, quoi. Je suis désolé si aujourd'hui je suis son défenseur le plus acharné, mais il y a aussi une raison, quoi. Il y a aussi une raison pour laquelle on a Austin Reeves sur le terrain, c'est parce qu'on a besoin de lui offensivement, mais en effet, c'est vrai que ça devient problématique quand on est face au bon match-up qui est capable lui-même de faire la chasse au mismatch et ensuite de le punir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est exactement ce qui a été le cas sur ce match-là, donc contre les Celtics, où Austin Reeves a été un peu la pièce de choix à aller chercher quand on était Boston. Pareil, hein, de côté Lakers, on pratique des schémas, alors pas tout le temps, mais pas mal de fois et pas mal de séquences, on est sur du switch-all, a priori. Et pour le coup, dans ce switch-all, il n'y avait qu'Anthony Davis qui était, qui était un peu tranquille. Je crois qu'il y a une fois où Tatum essayait de l'attaquer un peu. Il obtient le switch, il essaie de l'attaquer sur drive. Bah non, il se fait contrer au panier. Mais bref, donc dans ce switch-all contre Boston, finalement, il n'y avait qu'Anthony Davis qui était un peu tranquille et pas du tout menacé, mais tous les autres, finalement, on avait aussi une attaque de Boston assez méthodique qui attendait les switches, qui les provoquait et qui ensuite allait les punir. Que ce soit Porzingis qu'on a envoyé 2, 3, 4 fois au poste bas et qui a puni au poste bas, ce qui n'est pas toujours le cas avec Porzingis, mais ça fait du bien d'avoir de la taille qui peut punir au poste bas sur un petit jump shot. Jaylen Brown aussi, 2-3 fois où il a eu des mismatchs, il a pu les punir. On a vu Tatum aussi aller au poste bas, d'ailleurs, même contre des Cam Reddish ou des Taurean Prince parfois. Donc là-dessus, ça a été pas mal. Et puis, encore une fois, hein, dès qu'il y a Austin Reeves sur le terrain, on essaie un peu d'aller le chercher et ça marche pas mal. Donc ça a été un point important et Boston a pas mal appuyé de ce point de vue-là, évidemment, sur Austin Reeves. Quand on te donne un maillon faible à exploiter,
bah, tu serais bien bête de pas aller chercher ce maillon faible et de pas exploiter cette faiblesse dans la défense. Et c'est vrai que plus généralement, j'ai pas mal aimé ce match, et je trouve que toujours l'indicateur de l'attaque des Celtics, enfin de l'attaque de à peu près tout le monde, hein, c'est à quel point est-ce que tu arrives à toucher la peinture, comme on dit. Donc à quel point, avec quelle fréquence et avec quelle récurrence tu arrives à amener la balle dans la peinture et à toucher le cœur du terrain, proche du panier. Les fameuses paint touches. Et pour le coup, ça se voit pas tant que ça au niveau du nombre de tirs pris au panier sur ce match-là. Donc on est peut-être que sur une impression visuelle, hein, de ma part. On est sur le nombre de tirs au panier tentés assez moyen, assez classique. Mais par contre, j'ai eu l'impression que, justement, sur le jeu développé, on trouvait un peu plus, on touchait un peu plus la raquette. Comme on dit souvent, hein, Boston peut parfois ronronner dans le périmètre. Là, c'était un peu moins le cas. C'était un peu moins le cas parce qu'on arrivait à faire des drives qui vont dans la raquette, et ensuite, même si ça se termine pas par un tir au panier, ça peut ressortir pour un tir à 3 points, mais au moins on touche la raquette et on est au cœur du jeu. Même au niveau des post-up, d'ailleurs, tous les post-up n'ont pas mené à des tirs au panier. Par exemple, je pense à un post-up de Tatum qui, en fait, qui attire de l'aide et donc qui ressort 2-3 passes, ça donne un panier ouvert à 3 points. Mais voilà, ça a été sur ce côté, le jeu inside out, comme ils disent, d'abord aller à l'intérieur pour ensuite éventuellement ressortir. Ça a été plutôt pas mal fait côté Boston sur ce match-là. Parmi les choses aussi que j'ai relevées et que j'ai plutôt pas mal aimé, c'est dans le Money Time, dans le 4e quart-temps, un système qui a été joué 3 fois entre Porzingis, Derrick White et Jason Tatum, un jeu à 3, donc un peu d'ailleurs à la manière dont Denver un peu joue le fameux jeu à 3, vous savez, où on donne la balle à Jokic en tête de raquette, et puis ensuite il y a Jamal Murray et Aaron Gordon qui font des cuts dans un sens, dans l'autre, il y en a un qui cut au panier, l'autre il vient récupérer la balle dans les mains de Jokic, etc. etc. Et ben un peu le même système, avec Porzingis en tête de raquette, Derrick White et Jason Tatum. Et ce système a été joué 3 fois quasiment d'affilée. Première fois, un drive de Derrick White. On déroule le système qui finit par un pick and roll. Porzingis représente une menace verticale, donc Anthony Davis reste proche de lui, ce qui ouvre un chemin de drive plutôt ouvert pour Derrick White. Deuxième fois, White cut au panier facile. Et troisième fois, on déroule le système et après les cuts et après les écrans, Tatum va faire un seal. Il va enfoncer sa position après avoir eu le switch sur Austin Reeves pour un panier facile. Donc pas mal ce petit système à 3, un peu à la sauce Denver Nuggets. Mais c'est vrai que, par ailleurs, les choses qu'on peut noter tout de même sur ce match-là, qui ont pas mal aidé Boston, c'est les turnovers. En tout cas, les turnovers non commis, puisque Boston a été remarquablement propre sur ce match-là. À peine 8% de turnover, ce qui est un score dans le 94e centile cette année, donc mieux que 94% des matchs de cette saison. Donc plutôt très propre. Et puis l'autre aspect, c'est la transition. La transition où ils ont été très très efficaces et très productifs. Une fréquence de transition, là encore, dans le 96e centile. Donc, énormément de possessions jouées sur ce match en transition, qui sont évidemment des possessions plus faciles, qui rapportent beaucoup plus de points. Et bizarrement, en fait, c'est là-dessus que le match a été gagné, en fait. C'est pour ça que je vous disais que, finalement, il y a du bien et du pas bien dans l'attaque des Lakers, parce que tout n'était pas parfait, mais tout n'était pas à jeter. C'était pas une performance dantesque, mais c'était pas du tout catastrophique, et c'était même plutôt pas mal, je trouve, offensivement, sur demi-terrain, face à cette défense-là. Ce qu'ils sont arrivés à développer, les Lakers, c'était plutôt pas mal, au point même que, vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, mais non, mais techniquement, sur demi-terrain, les Lakers ont gagné ce match. Los Angeles, 113 points quasiment par 100 possessions sur les possessions de demi-terrain, 113 par 100 possessions pour les Lakers, contre à peine 104 pour Boston. 113 contre 104. Donc, techniquement, on n'est pas non plus sur une performance défensive dominante de Boston, on n'est pas sur des Lakers qui galèrent en attaque, comme ça a pu être le cas régulièrement cette année. On est sur une bonne performance, plutôt bien, contre des schémas en switch
que les Lakers sont plutôt pas mal négociés, ils s'en sont pas mal sortis. Bon, un peu aidé par des 3 points qui rentraient, et ils ont sans doute peut-être pas assez bien scoré au panier, d'accord, mais voilà, on est sur une performance pas si mauvaise que ça, et d'ailleurs une performance meilleure que celle de Boston, mais le grand mais, c'est que Boston a gagné un peu ailleurs, quoi. Boston n'a pas perdu la balle très très peu, ce qui veut dire peu de transition pour l'adversaire. Quand toi-même tu perds pas la balle, ça veut dire que les Lakers ont eu beaucoup moins de possibilités de contre-attaque. Et puis, de l'autre côté, Boston eux-mêmes ont fait beaucoup de transitions, de contre-attaque, ce qui fait que d'un système en place où Boston a été moins bon sur demi-terrain techniquement, sur le match complet, comme ils ont joué beaucoup plus de transitions et qu'ils ont limité les transitions adverses, sur le score final, ils ont gagné. C'est un peu l'histoire de ce match un peu bizarre. Non, je sais pas, mais en tout cas un match assez intéressant. Mais donc voilà, victoire Boston. Et donc, 4e match de ce Christmas Day, enfin, 4e que moi j'ai vu et 4e qu'on va aborder aujourd'hui, puisque j'ai fait l'impasse sur le Miami-Philadelphie sans Embiid ni Butler. Bref, donc Phoenix contre Dallas, qui était finalement aussi un match passionnant, peut-être même un des plus passionnants de cette soirée-là. Par quoi on commence ? Les deux côtés du terrain ont été très intéressants, je trouve. Allez, on peut commencer par là. J'ai trouvé la défense de Dallas, surtout, très intéressante. Et bon, pardon si je vais passer pour, pour le méga hipster de tactique. Quoique bon, ça me changera maintenant que j'ai une image de voyeur de match sur Excel. J'ai une image de hipster de stats. Ça fera pas de mal si je passe pour un hipster de tactique. Non, à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à un match de pré-saison. Au premier match de pré-saison de Dallas contre Minnesota. Je crois que c'était à Abu Dhabi, je crois. Enfin bref, un match de pré-saison. Et j'avais été très 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 hypé par Dallas et par ce match, parce qu'on avait vu des schémas extrêmement agressifs. Mais vraiment. Vraiment, 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 vraiment. C'est-à-dire, on concède des 3 points à volonté, s'il faut, pas de problème. Mais par contre, on fait venir sur des drives, sur des pick and roll, sur n'importe quel type d'action. On a toujours un 3e, un 4e défenseur qui sont dans la raquette, soit au bord de la raquette, soit carrément dans la raquette pour protéger, pour zoner. Bref, ce genre de schéma très très agressif où on fait des pré-rotations vraiment extrêmement proactives et en avance, et quitte à se dire, de manière évidente, le 3 points est ouvert parce que je me tiens à 5 mètres de mon attaquant. Et que je sais qu'il va y avoir une passe, et que je sais que le tir va être pris, mais c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que j'avais été extrêmement hypé par Dallas. Pardon, je vais parler français. C'est pour ça que j'avais été extrêmement enthousiasmé par Dallas, c'est parce que je m'étais dit, bon, Luka Doncic, ok, Kyrie Irving, ok, évidemment. Ils ont pas mal de role-players offensifs très intéressants qui font un peu la fameuse connexion, donc pas les créateurs de décalage, mais les amplificateurs de décalage. Ok, vous connaissez le topo, je vais pas le refaire. Donc le potentiel offensif de cette équipe était évident. Et en plus, donc, en sortir de ce match de pré-saison, je me suis dit, mais si vraiment ils font ces schémas-là, bon, ça peut être qui tout double, mais en vrai, ne serait-ce que sur le pouvoir des mathématiques, d'avoir des schémas aussi agressifs autour de la raquette, qui jouent un peu sur le côté rentabilité. Donc je concède des 3 points, mais en fait, je prive l'adversaire complètement de tirs au panier, les tirs les plus rentables. Je me suis dit, ça peut faire une équipe magnifique, et avec finalement un net rating extrêmement élevé, parce que la défense serait de top niveau. En sortant de ce match de pré-saison et vu le côté, l'agressivité de certaines rotations, même de toutes les rotations sur ce match-là, je m'étais dit, mais ça peut être une folie. Et en fait, non.
dès que la saison a commencé, on n'a jamais vraiment vu à ce point ce genre de rotation défensive, de pré-rotation défensive très agressive pour boucher la raquette complètement, jusqu'à, en tout cas pour moi, pour ma part, jusqu'à ce match de Noël. Et là, on a vu de nouveau une défense de Dallas extrêmement proactive pour venir faire des rotations, des pré-rotations, des zonages proches de la raquette, quitte à laisser de manière évidente des ouvertures énormes dans la défense. Et là, pas besoin d'aller très loin d'ailleurs, regardez le début de match, les 2 ou 3 premières minutes, on a Dante Exum qui enchaîne des possessions, 3-4 possessions défensives de top niveau où son positionnement très très anticipé, proche de la raquette pour protéger la raquette, force la balle à aller ailleurs. Ou alors je crois qu'il y en a une où il vient protéger le panier parce qu'il y a un tir tenté au panier de alors il n'y avait pas Nurkic, c'était mince, comment il s'appelle son backup, de Eubanks, pardon, oui. Donc il y a une fois sur les 3 ou 4 où effectivement Dante Exum vient protéger le panier sur un tir, une tentative de tir de Eubanks. Mais sinon, c'est des choix. Vous regardez, vous ralentissez la vidéo, vous voyez que Dante Exum vient en deuxième rideau. Il est partagé entre le shooter à 3 points et l'homme qui va rouler au panier. Mais le choix est clairement fait d'être très, très nettement, avoir un positionnement marqué vers protéger le panier. Et ça, je parle de Dante Exum, mais ils l'ont tous fait. Tous. Et notamment, on peut aussi en parler, mais Luka Doncic a fait un match défensif de top niveau, notamment sur ces fameuses rotations, ou pré-rotations même, positionnement très très libre finalement par rapport à des shooters, et même d'ailleurs par rapport à des très bons shooters. Pour moi, c'est aussi ça qui a fait que la raquette a été aussi bien protégée sur ce match-là, que Dallas a fait une aussi bonne performance, c'est qu'il y avait ce genre de positionnement très, très agressif, et donc même, disais-je, pardon, je me perds, Luka Doncic dans ses positions, c'est là où je le trouve le meilleur, parce que évidemment, ça va pas être quelqu'un qui va avoir une mobilité extraordinaire, qui va pouvoir faire des close-out fantastiques en termes d'explosivité, en termes de changement de direction s'il faut le faire, en termes de volume défensif, de vivacité horizontale, d'aller d'un côté du terrain puis de l'autre, de faire bouger ses hanches, de se réorienter, etc., d'avoir de la verticalité au panier. Non. Par contre, l'avantage de son profil, c'est la taille. Et donc, quand on lui demande de faire un peu ce genre de pré-rotation et de venir boucher l'espace à l'intérieur, ben ça marche parce que Luka Doncic, c'est quelqu'un de très grand, et très gros j'allais dire, mais gros dans le sens big, je veux dire quoi. Imposant, pardon, voilà. Imposant. C'est quelqu'un d'imposant au niveau de sa taille et de son gabarit, donc ça marche d'autant plus, et c'est comme ça qu'on tire profit de sa taille en défense. C'est aussi sur ce genre de rotation. Mais bref, donc je parle de Luka Doncic, mais ils l'ont tous fait. Hein. Dallas a été très très agressif sur ses rotations, ses pré-rotations. Et d'ailleurs, Phoenix a tenté plus de 42% de ses tirs à 3 points. Et même, encore mieux, encore meilleure illustration de ça et de ces schémas-là, plus de 16% des tirs de Phoenix étaient des 3 points dans le corner. 16%, alors ça vous dit pas grand-chose, mais enfin d'ailleurs moi non plus, mais c'est énorme. C'est une fréquence de tir dans le corner, dans les corners, qui est dans le 96e centile, c'est-à-dire mieux que 96% des matchs NBA cette saison. Donc, un total extrêmement élevé, une vraie anomalie. Et ça, c'est clairement, si vous regardez le match, il y a certaines rotations, en tout cas certaines pré-rotations, y compris d'ailleurs de Luka Doncic, où il n'hésite pas à abandonner des bons shooters. Je pense notamment à des Eric Gordon qui, par exemple, est dans le corner. Luka Doncic s'en fiche, il l'abandonne, il reste dans la raquette. Le but étant de justement forcer la passe vers le 3 points. Tout est question de timing en fait. Il y a des équipes qui préfèrent, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on fait depuis toujours, on ne fait pas une rotation trop agressive pour pas concéder un tir à 3 points. Donc parfois on préfère que, ok, il y a un drive qui arrive, et quand le drive arrive, je viens depuis le deuxième rideau protéger le panier avec le bon timing, etc. etc. Mais là c'est carrément un cran au-dessus, on fait exprès de zoner en avance, en pré-rotation, et de manière très évidente, pour que en fait, la question du timing ne se pose même pas. Pour que le positionnement des défenseurs est tellement avancé que la bonne action, la bonne action selon
selon ce qu'appelle le jeu, c'est bah oui, tu fais la passe vers le joueur qui est ouvert. Mais du coup, c'est un 3 points. Et donc, ce n'est pas un tir au panier. Et la différence de rentabilité, elle est vraiment énorme. Déjà au niveau de l'efficacité des tirs au panier, mais en plus, quand on prend un tir à 3 points, a priori, on ne provoque pas de lancer franc. Alors que sur un drive, Kevin Durant, Devin Booker ou d'autres, bah sur un drive, on peut aussi provoquer des lancers francs qui, voilà, c'est des, des points encore plus rentables et qui ne sont même pas inclus dans les pourcentages de réussite au panier. Donc là, en faisant zoner des Dante Exum, en faisant zoner des Luka Doncic, des Derrick Jones Jr., à peu près tout le monde, en les mettant en pré-rotation très tôt dans la possession, ben en fait, Kevin Durant ou Devin Booker, il ne fait même pas son drive. En tout cas, il ne le finit pas. Il fait la passe vers l'extérieur, et certes, ça fait beaucoup de 3 points concédés, mais le calcul, à moins que l'équipe adverse ait une méga réussite adverse, le calcul, il est très bon. Et il vaut totalement le coup. Bref, et donc c'est un peu comme ça que Dallas a exécuté son plan de jeu, donc un plan de jeu extrêmement agressif pour protéger la raquette en amont presque de l'action, en tout cas très tôt dans la possession, pour le plus tôt possible forcer la passe vers l'extérieur. Plutôt que attendre que le ballon se rapproche du panier et faire la rotation. Ensuite, quelqu'un doit aider, compenser, aider le leader, compenser cette première rotation, etc. etc. Et le fameuse chaîne de décalage à l'infini. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, j'espère. Là, le but, c'était le plus tôt possible dans la possession. On vient boucher la raquette, on vient boucher l'espace, et donc on force la passe vers l'extérieur. Bref, et donc c'est comme ça que Dallas est un peu arrivé à protéger son panier, non pas avec des actions spectaculaires en protection du panier, mais plutôt juste en dissuadant en fait d'aller au panier. Hein. Et d'ailleurs, non pas avec une dissuasion de Rudy Gobert, tout le monde le craint, personne ne va déclencher le tir proche de lui. Non, une dissuasion de l'autre option est tellement évidente que ça te dissuade de prendre le tir au panier si le 3 points est largement ouvert. Bref, mais Phoenix a tout de même trouvé quelques parades un peu intéressantes, notamment les fameuses zoom action. Donc, qu'est-ce que les zoom action? Parfois on dit Chicago action ou Miami action. En gros, c'est un dribble hand-off plus un écran. Et de cette manière, un peu, les Suns sont arrivés à développer via ces zooms, Chicago ou Miami, pas mal. Alors, Chicago, c'est quand le dribble hand-off, c'est le deuxième. Miami, c'est quand c'est le premier. D'ailleurs, ou l'inverse. Pardon, je suis fatigué. Mais bref, on s'en fiche un peu des appellations. Mais ils sont pas mal arrivés à faire quelques trucs, mais pas non plus des tonnes. Hein. Pour le coup, c'était juste des parades un peu gadget, j'ai eu l'impression. Globalement, ils ont pas fait péter le verrou, pour le dire très simplement. Phoenix n'a pas non plus insisté tant que ça sur le rebond offensif sur ce match-là. On sait que parfois ça peut être une de leurs forces, le côté attaquer inlassablement le rebond offensif et créer des deuxièmes opportunités comme ça et gagner le jeu des possessions. Bon, là, ils n'ont pas eu un nombre de rebonds offensifs incroyable sur ce match-là. Je me demande à quel point aussi ça aurait pas pu être un plan de jeu mieux exécuté, le côté rebond offensif avec Nurkic, qui n'était pas là, qui était absent sur ce match-là. Donc, élément important, mine de rien. Et Phoenix est d'ailleurs revenu dans le match, sur le 3e quart-temps, notamment parce que les fameux 3 points, ils sont rentrés. ça peut paraître bête, mais ce fameux schéma agressif qui oriente le ballon vers les 3 points, dans le 3e quart-temps, Phoenix en a mis 2 ou 3 d'affilée, notamment avec Gordon, je crois, dans le corner. Et c'est comme ça que le match est redevenu un peu intéressant et que Phoenix a recollé au score. Mais voilà, la tactique de Dallas, très agressive pour finalement essayer de stopper 2 joueurs offensifs, Devin Booker et Kevin Durant, qui de base ne sont pas des drivers. C'est peut-être ça aussi qui a joué dans le choix de faire ces schémas. C'est-à-dire que tu peux faire ces schémas, par exemple, contre LeBron James, tu vas être perdant parce que LeBron, il va quand même y aller au panier. Contre le prime James Harden, pareil. Contre d'ailleurs un Luka Doncic, ça marche pas non plus totalement, ce genre de schéma. Ou alors à l'inverse, tu fais ça contre les Boston Celtics, qui ont des tonnes de très bons shooters, peut-être que ça marche pas non plus. Là, il y avait un peu un choix de, Phoenix, non seulement ils n'ont pas des énormes drivers pour faire des drives malgré le surnombre. Quand il y a un méga trafic, peut-être que Kevin Durant et Booker, ils ont peut-être cette tendance à revenir un peu sur la pull-up plutôt qu'aller dans le trafic comme Luka Doncic peut le faire, comme LeBron peut le faire, comme Harden pouvait le faire, etc., etc. Donc il y a un peu ce côté tendance des attaquants en face.
qui a peut-être poussé à faire cette technique. Et puis en plus, l'effectif des Suns, il n'y a pas que des bons shooters. La profondeur d'effectif n'est pas génialissime. Il y a aussi parfois des non-shooters, donc ça a aussi un peu pu participer à ce raisonnement d'appliquer des schémas aussi agressifs. Bref. Mais, après avoir dit tout ça, eh bien, de manière intéressante, les Suns ont fait pareil en défense. Puisque je vous ai dit, Dallas a fait ça, et donc Phoenix a pris plus de 42% de ses tirs, c'était des 3 points. Eh ben, Dallas, c'est pas beaucoup moins. C'est même plus, pour le coup. D'ailleurs, si on compare un peu les profils de tirs, les tirs au panier. Dallas, 32, Phoenix, 32%. Pareil. Les tirs à mi-distance. Dallas, 22%, Phoenix, 27%. Les tirs à 3 points, 46% Dallas, 42% Phoenix. Et puis, de manière un peu étonnante, ou amusante, ou en tout cas, insérez l'adjectif que vous voulez, mais aucune des deux équipes n'a eu une surchauffe ou une sous-chauffe à 3 points en plus. Dallas, 37%, Phoenix, 35%, donc les deux ont shooté dans la moyenne. Donc voilà, on n'a pas forcément une explication de ce côté-là. Mais par contre, donc au niveau du régime de tir, grosso modo, c'est un peu pareil partout, hein, au niveau de tir, mi-distance et 3 points. Mais par contre, la différence, elle se fait au niveau de l'efficacité, non pas à 3 points, mais au panier. C'est-à-dire que, bon, on peut séparer un peu en deux les mi-distances. Et il y a les shorts mi-distance et les longs mi-distance. Donc les longs, c'est les longs tirs à 2 points qui sont au niveau de juste derrière la ligne à 3 points, ça vous les connaissez. Et puis les shorts, c'est plutôt la zone des flotteurs, grosso modo. Bref, donc si on met un peu la zone des flotteurs de fin de drive avec les tirs au panier, si on met un peu ensemble tout ça, proche du panier, Dallas était à 75% de réussite, proche du panier. Donc au panier directement plus short mi-distance, 75%, Phoenix 57%. Donc déjà, si vous allez lire juste la feuille de stats, vous voyez que la différence, elle se fait là. Rien que là-dessus. C'est-à-dire, le régime de tir des deux était à peu près pareil. La différence, c'est que Dallas, au panier, eux, ils n'ont pas pris forcément beaucoup plus de tirs au panier, mais les tirs qu'ils ont pris, ils les ont mis beaucoup plus et beaucoup mieux. Sans d'ailleurs forcément prendre beaucoup plus de lancers francs au niveau du panier. Mais voilà, rien que sur les stats, on peut le voir. Et évidemment, c'est ça la magie du basket, c'est que sur le terrain, on peut le voir aussi. Que les stats et le terrain, finalement, c'est la même chose. Et que ça se recoupe, et que les stats, ça décrit ce qui se passe sur le terrain. Mais non, mais la vraie différence, elle est là pour moi sur ce match-là, et c'est tellement évident, c'est la finition au panier. Puisqu'on a d'un côté Dallas qui fait des positionnements proactifs, pour tenter de motiver des passes plutôt vers l'extérieur que de laisser le ballon aller au panier, ok. De l'autre côté, Phoenix a un peu fait la même chose au niveau de ses pré-rotations, mais par contre, qui était en position de finir proche du panier, là il y a une énorme différence, et on va parler évidemment de notre cher ami Derek Lively, le pivot de Dallas, qui a 3, 4, 5, 6, 7 actions, je crois, de tête où il y a une prise à 2 qui arrive sur le cas Doncic, ou plus ou moins une prise à 2, on va le détailler. Mais bref, en gros, la balle arrive proche du panier vers Derek Lively. Ouais, même s'il y a une rotation de Eric Gordon, de Devin Booker, voire même de Kevin Durant, ça importait peu, parce que Derek Lively est un bon finisseur au panier. Il a de la taille, il a de l'explosivité, il a de la verticalité. Et donc oui, quand tu donnes la balle au panier, proche du panier, à ce genre de profil, il va les mettre plus souvent, les tirs, que de l'autre côté, où Phoenix n'a pas ce genre de finisseur. Pour moi, la différence, elle est là, hein, et elle n'est pas que dans les stats, hein, comme dit, puisque les stats ne font que décrire ce qui se passe sur le terrain, mais on peut aussi le décrire avec les images, et en effet, il y a une quantité énorme, peut-être pas, mais vraiment 5, 6 ou 7 actions, oui, ça c'est vrai, où Lively va au panier, reçoit la balle de la part de Luka Doncic, et soit il y a un panier, soit il y a une faute. Il provoque la faute, et donc derrière, lancer franc. Mais la finition au panier a été clé. Et d'ailleurs, je parle de Lively, mais Dwight Powell aussi a eu 2-3 actions comme ça, où, en fait, ce n'est pas qu'une question de
combien de tirs on prend dans quelle zone. Il y a aussi, c'est bête, hein, pardon, pardon l'explicité, mais il y a aussi une question de à quel point est-ce que tu les mets, tes tirs. À quel point est-ce que si on te donne plein de 3 points, tu vas les mettre. Ok, bon ça, il y a peut-être un peu un facteur chance, mais pas que. Mais à quel point aussi, si on te donne plein de tirs au panier, à quel point tu es capable de les mettre ou pas. Et ça, pour le coup, en plus, ça a toujours été une des caractéristiques de cette attaque de Dallas. Souvenez-vous, je crois que c'est 2020, ouais c'est ça, 2019-2020, où Dallas commence la saison en train de cassant tous les records à l'époque. Ils étaient au-dessus du record offensive rating all-time. Et finalement, cette équipe de Dallas prenait très très peu de tirs au panier. Elle en prenait peu, mais le peu qu'elle prenait, elle les mettait avec une efficacité qui était redoutable. Mais parce que, pareil, Luka Doncic a toujours apprécié et a toujours eu besoin aussi de finisseurs athlétiques et aériens sur pick and roll. Ce qui fait que même si t'en prends pas beaucoup des tirs au panier, si tu les mets avec une efficacité qui est énorme, ça compte aussi, quoi. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai noté l'efficacité concrètement quelque part, mais je crois qu'ils sont à plus de 80% de réussite au panier directement. Non, 77% de réussite au panier. 77%. Sans compter les lancers francs. Parce que les actions que je vous ai décrites où Luka Doncic est pris à 2 sur pick and roll, il fait une passe à Lively qui obtient la faute, ça rentre même pas là-dedans. Donc voilà. Énorme différence pour moi sur ce match-là, c'est la finition au panier. Très clairement. À quel point est-ce que Dallas a été plus performant pour scorer au panier, une fois qu'ils y étaient, premièrement. Et puis, si on reste donc de ce côté-là du terrain, donc l'attaque de Dallas contre la défense de Phoenix, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution des couvertures, dans le sens où Phoenix est arrivé début de match, première mi-temps, l'ensemble de la première mi-temps. Phoenix ne voulait pas faire des prises à 2 trop agressives, justement. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas non plus le personnel, mais aussi et surtout parce que Doncic en face, c'est un peu quitte ou double. Et c'est même plutôt double que quitte, parfois. Parce que dans le sens où c'est très risqué de faire une prise à 2. Et le problème, c'est que Doncic, il est tellement grand et tellement bon que si tu te découvres à ce point en étant très agressif sur la prise à 2, sur le pick and roll, la majorité du temps, ça l'affecte pas, premièrement, la prise à 2. Sauf si t'es Anthony Davis, mais en l'occurrence, ils ne l'ont pas. Donc, premièrement, une prise à 2 très agressive, ça ne l'affecte pas tant que ça. En tout cas, une majorité du temps, il va arriver à s'en sortir. Et deuxièmement, si ta prise à 2, elle est très agressive, ça veut dire que tu te découvres énormément derrière. Et le problème, c'est que non seulement ça affecte pas tant que ça Luka Doncic la majorité du temps, mais en plus, donc, si tu lui offres ce genre d'ouverture dans une défense, il peut la démanteler en 2-3 passes, quoi. Et donc, c'est pour ça que, première mi-temps, Phoenix était plutôt en mode, on va appeler ça les soft double team. C'est-à-dire, on va pas non plus le laisser en 1 contre 1 parce que Luka Doncic contre n'importe qui en 1 contre 1, il est capable d'aller au panier quasiment à volonté et de scorer, non pas à volonté, mais pas loin. Donc le but, c'était pas non plus de le laisser en 1 contre 1, mais de faire des soft double. Donc c'était soit des prises à 2 sans être hyper agressif, en essayant d'être un peu sous contrôle, soit sinon, ce qu'ils ont beaucoup fait en première mi-temps, c'était le switch end double. Et je fais exprès de vous le prononcer comme ça, en espaçant les mots, parce que c'est littéralement ça. On fait pas une prise à 2 sur l'écran, au moment de l'écran, c'est on switch, ok, et après, on fait revenir le deuxième défenseur pour une espèce de prise à 2. Et donc voilà, ça crée un petit contretemps au niveau de quand est-ce que le décalage est là ou n'est pas là. Ça peut permettre aussi à la défense parfois de prendre par surprise, en tout cas d'avoir un peu plus le temps de s'en remettre. Mais voilà, c'est des types de couverture tout de même un peu plus soft. Et Phoenix a beaucoup fait ça sur la première mi-temps. C'est des soft double, c'est-à-dire, on n'est pas fou, on veut pas non plus le laisser en 1 contre 1, évidemment. Mais en même temps, est-ce que si on débarque en première mi-temps et qu'on fait des hard double team très très agressives, est-ce qu'on va pas se faire punir directement parce que Luka Doncic, c'est Luka Doncic et qu'il s'en fiche et qu'il est quand même capable de nous les punir, nos prises à 2. Donc, le choix qui a été fait, c'était plutôt ces fameuses soft double ou donc les switch and double. Donc on switch, on laisse filer 1 seconde, 2 secondes et puis on ramène une deuxième personne dans l'action une fois que derrière la défense a
plus ou moins bien quadriller ce qui va être un surnombre. Mais sauf que Dallas trouvait les solutions. Dallas a trouvé pas mal de solutions, que ce soit donc Derek Lively qui flottait autour du panier et au fur et à mesure de l'action, d'abord c'est un switch, mais ensuite il y a la prise à deux qui arrive. C'est pas grave, hein, Luka Doncic il trouvait Derek Lively. Donc ça a marché, le côté plonger au panier, ou alors plus ou moins proche du panier, dans l'entrejeu, ou voilà, dans la raquette, et avoir la balle et aller au panier. Derek Lively, première solution. Deuxième solution, c'était les connecteurs, les fameux connecteurs de Dallas. Donc on parle des Grant Williams, on parle des Derrick Jones Jr., évidemment. On parle des Dante Exum aussi, qui ont bien su faire vivre ces décalages. C'est-à-dire le switch, la prise de deux qui arrive avec un petit moment de... Mince, j'ai plus le mot. Je suis fatigué, pardon. Il est très tard. Il est mardi soir très tard. J'enregistre pour que vous ayez un podcast mercredi au moins dans la journée. Bref, pardon, je cherche pas le mot, je trouve toujours pas, pardon. Un contretemps, non. Un décalage de temps. J'ai le mot anglais, c'est delay. C'est quoi delay? Parce qu'on a les systèmes en delay, mais non, c'est pas ça. Un retard, oui, merci Google. Un petit retard, bref. Où j'en étais? Oui. Donc, première option pour battre ces couvertures, ces prises à deux légèrement soft, c'était donc Derek Lively qui va au panier. Deuxième, c'est les connecteurs. Donc, quand il y a la prise à deux qui arrive, on donne la balle à Dante Exum, on donne la balle à Grant Williams qui attaque un close-out et qui fait vivre l'action, etc., etc. Vous les connaissez, ceux de Dallas. Je vais pas les répéter encore une fois. Il y a l'option sur short roll aussi, qui a été énorme, parce qu'on parle de Derek Lively et de sa finition au panier, mais qu'est-ce qu'il est fort sur short roll. Franchement, alors, bon, j'exagère un peu. C'est pas non plus... peut-être pas le Joakim Noah de la grande époque, peut-être pas Draymond Green de la grande époque, voilà, non, on n'est pas sur l'élite de l'élite, mais ce qui m'étonne, c'est quelqu'un qui ait ce profil catch and finish, et qui dans le même temps soit aussi bon sur du passing en mouvement, sur des passes, les passes pendant ce short roll. Parce que voilà, Capella par exemple, catch and finish, ok, mais par contre, il sait pas trop quoi en faire la balle, en mouvement. Et surtout pas prendre des décisions en mouvement. Donc c'est pour ça qu'il m'étonne vraiment. Et la valeur de ce profil, du coup, est énorme, parce que t'as pas à choisir, quoi. Draymond Green, il est sympa pour faire le short roll, la prise de décision en mouvement, l'extra passe après le pick and roll. Il est top, mais il n'a pas la verticalité et la finition d'un Lively. Et à l'inverse, Tyson Chandler ou Clint Capella ou des mecs comme ça aujourd'hui, je sais pas à qui on pourrait penser, Jackson Hayes ou des finisseurs aériens, ils n'ont pas ce short roll, ils n'ont pas cette prise de décision et ce passing en mouvement, ils l'ont pas, ou ils l'avaient pas à l'époque par rapport à Tyson Chandler. Donc bref, la valeur de ce profil qui a les deux, pour moi, elle est vraiment énorme. Surtout d'ailleurs quand on rajoute la protection du panier, mais bref, arrêtons de divaguer. Donc troisième option, c'était le short roll aussi. Il y a le switch, ok, on sait, au bout d'un moment on a compris, la prise 2 va arriver avec un petit temps de retard, donc Lively, il va pas tout le temps complètement au panier, il s'arrête un peu avant, il attend, et ensuite il reçoit la balle de Luka Doncic quand la prise 2 se déclenche, et ensuite c'est à lui de faire le bon choix, et il le fait. Donc ça a marché. Sinon, très classiquement, il y a aussi la fameuse skip pass de Luka Doncic, donc la passe vers le corner opposé. Il y a un moment, il en a enchaîné 2 d'affilée en partant sur la droite, la skip pass vers le corner gauche, extrêmement spectaculaire. Je crois qu'il y en a un des deux, ça a donné un 3 points pour Jaden Hardy. Jaden? Oui. Bref, donc il y a eu pas mal d'options développées pour contrer un peu ces soft doubles, au point même donc que Phoenix est revenu un peu de la mi-temps en se disant bon, on va peut-être essayer d'appuyer un peu plus tout de même sur la prise à deux pour essayer en tout cas de l'embêter un peu plus, de le gêner un peu plus sur ses passes en fait. Tant pis, ça peut être risqué, mais essayons de déplacer le curseur un peu plus vers la droite, quoi. Un peu plus vers le côté agressif, sans être non plus sur des trappes très très agressives, non plus. Mais on essaie un peu d'être tout de même un peu plus, parfois un peu plus sur des hard doubles, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et là encore, hein, ça a été parfois bien, parfois pas bien. Ce qui a été bien, c'est, et pardon d'en revenir toujours là, mais le cas de Derrick Jones Jr., qui, encore une fois, a été la valve de décompression de la défense. C'est-à-dire, on peut se permettre d'être agressif parce que ensuite, on n'est pas obligé de revenir sur tout le monde à toute allure et de manière équitable et de manière proportionnelle. Le fait qu'on ait un non-shooter, ou en tout cas un mauvais shooter, ou un shooter en dessous de la moyenne comme Derrick Jones, faisait que
on peut aider un peu plus agressivement sur le ballon, et en plus, on n'a pas besoin ensuite de faire la débandade pour revenir à temps sur Derrick Jones Jr. parce qu'on préfère qu'il prenne le tir, et donc c'est ce qui a été fait. Il y a un moment dans le match, j'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet. On a enchaîné troisième quart-temps, pas mal d'actions où il a 3, 4, 5, 6 fois des possessions où il doit terminer l'action. Mais sauf que le ballon rentre pas. Donc la stratégie marchait plutôt pas mal. Et puis la fin de match a tout de même été meilleure. La fin de match a été meilleure parce que notamment Dallas est arrivé un peu plus à l'impliquer sur l'action justement. C'est-à-dire plutôt que de venir faire poser un écran à Derek Lively, utilisons plutôt Derrick Jones Jr. Comme ça, on a moins ce problème il fait partie du spacing et donc il handicape le spacing s'il est poseur d'écran. Et ça a débloqué plus de situations, je trouve. On a eu une belle passe sur short roll, on a eu des finitions au panier. On a eu aussi lui-même un Derrick Jones Jr. qui a été plus en mode slasher à la réception du ballon, plutôt que simplement prendre le catch and shoot qu'il n'avait pas mis 3, 4, 5 fois d'affilée. On l'a retrouvé sur la fin de match dans le Money Time un peu plus agressif. Mais voilà, c'est un peu toujours... j'ai l'impression, toujours la même chose avec ce joueur et avec cette équipe, finalement. C'est un peu qui tout double. C'est un peu le côté aléatoire de parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher. Mais on a clairement ce côté, c'est un choix délibéré des défenses en face. Parce que j'ai une action en tête notamment où l'aide vient non pas depuis Kevin Durant qui est ligne de fond, techniquement le low man, ligne de fond le plus bas par rapport à la ligne de fond. Donc c'est lui qui est le plus bas sur le terrain. Donc c'est lui qui, entre guillemets, est censé venir aider au panier sur une rotation. Mais ce n'est pas lui qui le fait, puisque lui il est sur Tim Hardaway Jr. Celui qui vient aider, qui vient boucher l'espace à l'intérieur, c'est Devin Booker qui aide depuis l'aile, pourtant, ce qu'on n'aime pas trop faire. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il défend Derrick Jones Jr. Donc voilà, ne pensez pas que c'est du hasard. C'est vraiment, on a vraiment ce genre de schémas qui sont répétés où dans les temps morts, les coachs le rappellent, celui qui est sur un tel doit aider ou celui qui est sur un tel doit pas aider. Voilà, on a affaire à des professionnels, voyez-vous. Tout est calculé, je veux dire. Mais voilà, c'est un peu comme d'habitude, un peu une pièce jetée en l'air. Là, on a été sur une fin de match plutôt bien gérée, avec un tir qui a fini par rentrer, un deuxième, avec un slashing qui a été efficace, avec une petite passe qui a été bien, etc., etc. Et donc, au final, Dallas s'en sort. Et oui, pardon, j'ai même pas rappelé l'évident, mais c'est pas trop tactique pour le coup, mais on est aussi tombé sur un soir où Luka Doncic a mis ses paniers. Et notamment, ses pull-ups à 3 points. Bon, là, dans ces matchs comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que bon, Grayson Allen, finalement, s'en est plutôt pas mal tiré. Il a été parfois le défenseur principal de Luka Doncic. Ce qui fait d'ailleurs que parfois Doncic a voulu essayer de l'attaquer au poste bas, ce qui paraît logique. Grayson Allen est plus petit, mais poste bas veut dire un peu plus statique, et donc veut dire aussi que Phoenix ramenait directement quelqu'un qui venait zoner ou qui venait s'apprêter à aider, donc l'espace était bouché. Bref, donc on n'a pas trop vu Luka Doncic abuser de Grayson Allen au poste bas. On l'a plutôt vu dans le périmètre, et donc, disais-je, on était dans un match où les isolations à mi-distance, ça rentrait, les pull-ups à 3 points, surtout, ça rentrait, contre Grayson Allen, contre Josh Okogie, etc., etc. Donc, ouais. Il y a des fois, même assez régulièrement, Doncic prend plein de pull-ups à 3 points, parfois un peu trop, ça rentre pas tout le temps, ok. Bon, là, en l'occurrence, il les a mis. Il en a mis beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, 50 points, je crois, sur le match, de mémoire. Bref. En plus des enjeux tactiques qui ont été bien négociés de la part de Dallas contre Phoenix, il y avait aussi cette donnée qui n'est pas tactique, bien sûr. Je ne vais pas développer dessus, mais oui, ça aide quand ta star met des points, met beaucoup de points, et que les paniers difficiles et rentables, elle les met. Oui, ça aide beaucoup. Mais voilà, là encore, match passionnant entre Dallas et Phoenix. Et j'ai l'impression que notre ami Luka Doncic aime bien jouer contre Phoenix, et même à Phoenix. Souvenez-vous le fameux match 7 en 2022. Mais voilà, match très intéressant pour conclure cette nuit, cette soirée de Noël.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour notre épisode React. Tout petit épisode en mode React, qui finalement fait quasiment 1h30, je crois, un peu plus, je ne sais pas. Bref, c'est vrai que c'est un format qui me plaît, moi, ce côté, il y a un gros match, on en parle, on allume le micro, on en parle pendant 10, 15, 20 minutes quand il y a beaucoup à dire. Bon, là, le problème, c'est qu'on avait 4 énormes matchs, donc ça fait un podcast plutôt complet, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez des retours, dites-moi si vous avez d'ailleurs, même sur les matchs, si vous voulez discuter tactiquement des matchs, et évidemment, le Discord est là pour ça, ou alors sur Twitter, bien entendu. Mais voilà, ça fait un épisode costaud, parce qu'aujourd'hui on avait 4 matchs. Et encore une fois, je m'excuse auprès des fans de Miami et Philadelphie. On peut pas tout faire, on peut pas tout regarder, on peut pas tout traiter, surtout quand il y a des blessures. Moi j'ai toujours ce côté... J'ai toujours ce côté un peu déprimé ou blasé quand il y a des gros blessés. Le match m'intéresse, mais plus du tout. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Bref, donc voilà pour la soirée de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment faire ça parce que les matchs étaient très intéressants et que pendant l'hebdo, vous voyez que là l'émission aujourd'hui elle fait 1h30. Clairement pendant l'hebdo on n'aurait pas eu le temps de faire 1h30 de match plus tout le programme habituel. Donc pendant l'hebdo prochaine, ça nous permettra de parler d'autres choses. Ça pourrait être aussi intéressant, d'autres matchs d'ailleurs, puisqu'il va y avoir pas mal de matchs cette semaine, évidemment. Mais bref, et donc, pour la prochaine fois, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, on a des petits formats courts, des vrais formats courts. Mais voilà, je peux pas vous dire exactement ce qu'on fera la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous remercie pour toutes vos petites étoiles sur Spotify, sur iTunes et un peu partout. C'est ce qui aide à faire grandir le podcast, donc merci beaucoup, comme à chaque fois. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.